Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si apparemment on m'entend. Est-ce que le son est bon? Ok, parfait. Donc, je vous dis pas qu'il y a un chat en bas à droite pour ceux qui ont envie de poser des questions au fur et à mesure du webinaire, puisqu'apparemment vous avez déjà bien compris. Mais bon, c'est pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc, on va attendre une petite minute pour les retardataires et puis on va commencer la présentation. La présentation est enregistrée et merci pour les petits likes. C'est une nouveauté, ça, dans Livestorm. On peut faire des petits pouces, des petites annotations. Et puis voilà. Donc, on va commencer. Donc, vous voyez aussi la présentation. Donc, aujourd'hui, on va parler, en fait, on va décrypter un peu la cyberattaque qui a eu lieu sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Et puis voir un petit peu si on peut en tirer des leçons, voir comment ça s'est passé, voir un petit peu le mode opératoire et qui sont les attaquants. Donc, on va présenter un petit peu ça aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas déjà. Donc, je suis Sébastien Hitzmann, je suis gérant et directeur technique de Kiwi Backup. Et donc, c'est moi qui fais la présentation tout seul. Aujourd'hui, on n'a pas de co-intervenant, comme d'habitude. Simplement, une partie de l'équipe est dans le chat. Donc, si vous posez des questions, il y a Stéphanie, Morgane, Céline qui sont dans le chat et qui sont là aussi pour répondre à vos questions si je ne les vois pas pendant que je parle. Donc, n'hésitez pas à intervenir et à faire des remarques ou des questions. Il y a un petit temps de questions et des réponses à la fin pour débriefer tout ça. Donc, le sommaire de la présentation d'aujourd'hui, donc d'abord un petit déroulé de l'attaque. En gros, on va raconter un petit peu l'histoire, un petit peu pourquoi ça s'est produit et dans quel est le contexte qui amène à ce genre de choses. Une petite présentation de Logbit 3.0, donc qui est l'outil qui a été utilisé pour l'attaque, avec un certain nombre de chiffres et de points de points qui ont attiré mon attention et des choses assez incroyables. En préparant la présentation, je suis tombé sur des choses qui sont un peu surprenantes, donc je vous les partagerai. Un petit peu de technique sur l'outil en lui-même, quelles sont les techniques d'attaque utilisées, qu'est-ce que cet outil sait faire et comment est-ce qu'on peut s'en protéger. Ensuite, un petit peu des choses un petit peu classiques, entre guillemets, c'est quelles sont les bonnes pratiques à faire pour éviter que ce genre d'événements se produisent. Et on finira par une petite présentation de l'outil Kiwi Backup, même si ce n'est pas le but du webinaire en lui-même, mais présenter un peu notre outil et voir en quoi il peut améliorer la sécurité et la protection contre ce genre de choses. Et puis, on finira par des questions-réponses, s'il y en a, et voilà. Donc, pour commencer, on commence par la petite présentation du déroulé de l'attaque. Donc, en fait, l'attaque sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes, donc c'est un grand hôpital francilien au sud de Paris, à côté d'Evry, qui a été attaqué dans la nuit du 20 au 21 août, donc pendant les vacances d'été, également pendant un week-end. On verra un petit peu plus tard que ce n'est pas un hasard. L'attaque a été déclenchée à 3 heures du matin entre le samedi et le dimanche, donc à un moment où il n'y a pas trop grand monde et où évidemment les informaticiens, comme tout informaticien qui se respecte, dort. Le problème en fait est identifié assez vite parce que tous les écrans de tous les services sont arrêtés avec un message qui s'affiche en disant merci de payer une rançon. Et en gros, bloque l'ensemble des services. Donc, les blocs opératoires, la pharmacie, l'imagerie médicale, les radiologues, l'AREA, etc. Et donc, en gros, plus aucun médecin ne peut accéder à n'importe quel dossier. Les admissions sont bloquées, etc., etc. Donc, assez rapidement, ils ont réveillé leur RSSI et puis le service informatique. Et puis, le problème, c'est la partie organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un hôpital sans informatique, c'est très compliqué de s'organiser.
Et on se retrouve vite, assez vite bloqué parce que les dossiers aujourd'hui sont entièrement informatisés et on n'a plus l'identité des personnes, on ne sait plus qui est dans quelle chambre, on ne sait plus quelles sont les prescriptions qui ont été faites, etc., etc. Et donc, ça désorganise complètement l'hôpital. Un certain nombre de patients ont été évacués, les opérations prévues ont été annulées, etc., etc. Donc, pour la petite histoire, ils ont évacué aussi toute la néonatologie avec tous les prématurés dans des hôpitaux parisiens. Et tout ça en urgence, sans avoir accès au dossier des patients. Voilà, donc c'est un gros bordel, pour le dire de manière un peu crue. Et tout ça pendant un week-end, donc avec du personnel un petit peu limité, avec des gens qui ne sont pas là, etc., en plein milieu de l'été, avec pas mal de gens en vacances. Ensuite, on arrive à la demande de rançon. Donc là, on est déjà un peu plus sur la partie informatique. C'est qu'au départ, ils ont demandé 10 millions de dollars de rançon pour déchiffrer et remettre tout ça en route. Puis quelques semaines après, quelques jours plus tard, ils ont ramené la rançon demandée à 1 million de dollars. Et ils ont également fait des menaces de divulgation de données. Donc un hôpital, évidemment, a des données sensibles. Et donc, ils ont menacé en fait de divulguer des données médicales des patients sur Internet pour amener en fait la direction à payer cette rançon. Quelques jours plus tard, ils ont commencé à divulguer des données, puisque évidemment l'hôpital n'a pas payé. Et ils ont dévoilé une dizaine de gigas de données sur le Darknet, de données médicales, dont des admissions en psychiatrie, des tas de choses assez sensibles, des données administratives de patients, des données de santé, des prescriptions médicales, des comptes rendus de radiologie, etc., etc. Ont été publiés. Alors, quand on regarde les articles, certains disent que c'est pas très grave parce que c'est sur le Darknet et que c'est pas accessible à tout le monde. Je trouve cet argument un petit peu fallacieux parce que aujourd'hui, voilà, ces données-là peuvent aussi être indexées dans Google et c'est quand même pas si compliqué que ça d'aller se connecter sur le dark web. Ceux qui ont envie d'avoir ces données vont y arriver. C'est pas tellement un problème. Donc, en tout cas, ces données ont été rendues publiques et ont entraîné, du coup, à cause de la loi RGPD, un envoi de 700 000 courriers pour informer les personnes que des données personnelles ont été divulguées. Il faut savoir que cette contrainte RGPD s'applique à tout le monde. Hein. Donc, si n'importe qui d'entre vous vous faites attaquer et qu'il y a une divulgation de données personnelles, il faut informer par courrier recommandé l'ensemble des personnes dont les données ont été divulguées. Donc, c'est quand même pas négligeable d'envoyer 700 000 courriers. Et donc, ça, c'est le RGPD qui garantit ça. Pour finir sur cette partie-là, donc, ils ont mis environ 3 semaines pour remonter un système informatique petit à petit, pour commencer par les dossiers patients, ensuite toute la partie radiologie, etc. Et au jour d'aujourd'hui, il me semble que j'ai lu il y a très très peu de temps qu'ils étaient repassés en mode nominal. C'est-à-dire que ça a pris quand même bien 6 mois avant que l'ensemble des systèmes soient entièrement de nouveau opérationnels. Et donc, ça a un impact énorme, en gros, sur toute l'organisation de l'entreprise. Un travail de fou pour tous les administrateurs système et énormément de perturbations, en fait, sur le fonctionnement de l'hôpital. J'ai pris cet exemple-là de Corbeil-Essonnes parce qu'on en a beaucoup parlé, mais il y en a eu d'autres depuis. Il y a eu l'attaque sur l'hôpital de Versailles. Il y a eu l'hôpital de Dax, il y a eu l'hôpital un peu plus ancien de Rennes, etc., etc. Et c'est toujours un petit peu le même scénario, une grosse attaque par un ransomware, un arrêt complet du système et de grosses perturbations, une demande de rançon, une divulgation d'informations, etc., etc. Donc le déroulé de l'attaque est assez classique, entre guillemets, même si ça, comme ça touche la région parisienne, ça prend un peu plus d'ampleur parce que c'est un gros hôpital, mais voilà, on retrouve un petit peu le même scénario que dans les autres attaques précédentes. Pourquoi en fait on en arrive là? En fait, les pirates, on verra ça un petit peu plus tard, vont cibler
tous les secteurs sensibles. Donc, l'objectif d'un pirate, c'est toujours de récupérer de l'argent. Voilà, c'est tout simple. Il y a des enjeux financiers et donc plus on peut mettre la pression sur la cible et plus facilement on obtient le paiement d'une rançon. Donc, un hôpital, par définition, c'est un lieu ouvert. C'est assez compliqué à sécuriser. C'est plus facile de sécuriser une banque parce qu'une banque, on n'est pas censé se promener à l'intérieur. Un hôpital, il y a du public, il y a des médecins, il y a des infirmiers. Ça tourne 24 heures sur 24. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Donc, c'est une cible un peu plus facile, entre guillemets, à attaquer qu'une banque où, en gros, il n'y a que le directeur de la banque qui a accès au coffre et c'est un peu plus facile à sécuriser quand on peut mettre une enceinte avec des limitations d'accès qu'un hôpital. Aujourd'hui, les hôpitaux, vous le savez tous, sont en manque de moyens et les petits moyens qu'ils ont, ils les mettent dans la médecine et pas forcément dans la cybersécurité. Donc, c'est aussi des cibles de choix parce qu'ils sont assez faiblement protégés et qu'ils n'ont pas des gros moyens de protection contre la cybersécurité. Et la troisième raison, c'est qu'ils ont des données sensibles, beaucoup de données personnelles, par définition. Et donc, ça permet de mettre encore plus la pression en faisant un chantage, en volant des identités, en attaquant la réputation d'un hôpital, etc. Et donc, plus les données sont sensibles, et plus on peut demander une rançon élevée, et plus la cible est grosse, évidemment, et plus elle a les moyens de payer. Les hôpitaux dépendent du ministère de la Santé, donc potentiellement, c'est l'État qui paye. L'État étant quand même relativement solvable, on peut demander des rançons de 1 à 10 millions de dollars. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu de paiement de rançon sur ce cas-là, mais c'est déjà arrivé que l'État paye des rançons. Suite à cette attaque, justement, il y a eu un débat au Sénat en disant qu'il faut qu'on arrête de financer la cybercriminalité en payant des rançons. Parce que justement, ça entraîne d'autres attaques et ainsi de suite. Et plus on paye et plus on est attaqué. Donc voilà pour la partie petite présentation. Pas de questions. Donc je vais continuer sur le groupe ou l'outil. Alors il y a deux dénominations, pardon. Donc Logbit est à la fois un groupe de pirates et un outil de piratage. Donc on va essayer de présenter un peu cette partie-là à ce moment-là. Donc Logbit en fait est alors des choses assez incroyables, un ransomware as a service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez vous abonner à Google ou à un ERP en ligne, on appelle ça un SaaS. Donc un software as a service, là en fait c'est la même chose. Vous allez sur le site de Logbit et puis vous prenez un abonnement pour pouvoir attaquer qui vous avez envie. Donc c'est une plateforme en fait d'attaque et de crypto-locage à distance avec des conditions d'utilisation, une charte de comportement, etc. Et donc quand vous demandez une rançon à votre cible, Logbit prend 20% sur les rançons, fournit une assistance technique, etc., etc. Donc, c'est un service qu'on peut acheter sur Internet pour aller attaquer des cibles. Donc, Logbit, en tant que tel, est ce fournisseur de services, mais ne fait pas les attaques elles-mêmes. C'est-à-dire que l'attaque, elle est faite par un groupe indépendant de Logbit, et Logbit, c'est, disons, on va dire le Microsoft ou le Salesforce du ransomware. Et vous vous abonnez, et puis ensuite, c'est l'abonné qui déroule l'attaque. Donc, quelque part, ça les protège un petit peu dans le sens où ils ne sont pas directement à l'origine de l'attaque, mais ils sont évidemment recherchés. Il y a une mise à prix de 1 million de dollars par les Américains pour toute information concernant ce groupe-là et comment est-ce qu'on pourrait les attaquer. Pour un petit exemple, sur la charte de mon comportement, donc il est marqué qu'on n'a pas le droit d'attaquer des services sensibles, donc sans forcément être très très précis sur le sensible. Simplement, il y a marqué que si ça peut entraîner la mort de certaines personnes, il ne faut pas les attaquer, c'est interdit.
Le deuxième règle, c'est on n'attaque pas de pays ex-soviétiques, donc Ukraine, Russie, Tadjikistan et compagnie. N'ont pas le droit d'être attaqués par Logbit 3.0. Voilà, pour la petite histoire, l'Ukraine et la Russie sont dans le même panier, donc ni l'un ni l'autre ne sont autorisés à attaquer. Il y a eu un exemple au Canada où en fait un adhérent de Logbit a attaqué un hôpital pour enfants au Canada. Et Logbit s'est excusé dans un communiqué de presse en disant on s'excuse, cet adhérent n'a pas respecté la charte de bon comportement et donc on vous envoie les clés de déchiffrement et vous n'aurez pas de rançon à payer. Alors c'est peut-être lié au fait qu'il y a quelques cadres de Logbit qui ont été arrêtés au Canada en même temps. Mais voilà, l'hôpital de Corbeil-Essonnes, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait aussi la néonatologie, c'est aussi des enfants et ils ont aussi été évacués et là ils ne se sont pas excusés. Donc c'est un peu une charte à géométrie variable et voilà, ça reste quand même de la criminalité. Donc est-ce que les criminels vont respecter leur propre charte? Ça, à vous de voir. Les secteurs ciblés par Logbit, c'est tout ce qui peut rapporter de l'argent. Donc, généralement des PME, des organismes gouvernementaux, des hôpitaux, la santé, tout ce qui est en fait un ratio de protection taille favorable. Donc, évidemment, les toutes petites boîtes qui n'ont pas les moyens de payer, ça n'intéresse pas forcément Logbit parce que les rançons vont être faibles. Et à côté de ça, les très très grosses qui ont des moyens de protection, c'est un peu plus compliqué et donc c'est moins intéressant aussi. Il y a un article qui a circulé qui estime le chiffre d'affaires de Logbit à 1,2 milliard de dollars sur 2021. Donc on parle quand même pas d'une petite boîte, 1,2 milliard de dollars, c'est énorme. Et l'estimation, ils l'ont faite en fait avec une publication qu'a fait Logbit, comme quoi sur 2021, il y avait eu 12 000 paiements de rançon. Donc, on ne parle pas d'attaque, on parle de paiement de rançon. Et la rançon moyenne, ils l'ont estimée autour de 100 000 euros, 100 000 dollars par attaque, par paiement de rançon. Sachant, comme on a vu là sur l'hôpital, c'était plutôt entre 1 million. Donc, ça fait énormément de moyens pour cette boîte-là, pour créer des outils qui soient extrêmement performants. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est pas du tout un petit groupe de hackers, 3-4 dans un garage. Là, on est vraiment sur l'ère industrielle du hacking et avec 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires, il y a moyen quand même de faire des choses assez performantes. Donc on est sur des chiffres d'affaires qui sont au-delà de ce que fait un éditeur d'antivirus. Donc en fait, l'antivirus combat un Logbit, mais il ne boxe pas dans la même cour, quoi. Donc voilà, il faut juste avoir conscience que c'est quand même des groupes qui sont très très bien organisés, très bien constitués et avec d'énormes moyens. Alors, on va rentrer un petit peu plus sur la technique. Alors, on n'a pas eu, alors j'ai cherché pas mal, on n'a pas eu de détails hyper techniques sur le déroulé de l'attaque complet. Il y a quelques éléments, donc je vais parler de ces différents éléments-là. Et je vais vous parler également des capacités de Logbit, de l'outil, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et on voit qu'on n'est pas sur un petit outil pour jouer. Donc, le mode opératoire de l'attaque, déjà, en fait, ça c'est un élément important, c'est que la première intrusion a eu lieu le 10 août à travers un compte VPN d'un prestataire externe. Donc, le VPN a servi de porte d'entrée sur un des postes que le prestataire utilisait, qui lui-même a sans doute été ciblé par un autre outil, par un phishing, etc. Mais la porte d'entrée dans l'hôpital, c'est via un VPN. Donc les VPN, c'est très bien, mais ça étend la surface d'attaque. C'est-à-dire que le prestataire devient une partie intégrante de l'attaque de l'hôpital. Donc ça, c'est un premier élément, c'est attention à ne pas ouvrir des VPN à tout va, à n'importe qui, avec des mots de passe faibles ou des choses comme ça. Ensuite, du 10 au 23 août, à partir de ce poste, de ce cheval de Troie à l'intérieur même du réseau de l'hôpital, il y a l'extension de la corruption. Donc, une première machine est infectée. Elle va commencer à infecter tous ses petits voisins.
en désactivant les antivirus, etc., etc. Et puis commencer à exfiltrer des données. Donc ça, c'est le pirate qui, pendant 13 jours, va travailler pour aller attaquer le maximum de machines dans le réseau interne de l'hôpital et commencer à sortir toutes les données qui sont sensibles et qui peuvent être intéressantes et qui peuvent accroître la menace, quoi. Et le 23 août, il y a déclenchement donc, du CryptoLocker. Et là, on chiffre l'ensemble des disques durs et on met le petit message pour indiquer à l'utilisateur que plus rien ne marche et qu'il faut payer la rançon. Donc, dans l'attaque, il y a aussi un effet panique. C'est-à-dire que le but de l'attaquant, c'est de faire en sorte que ça soit le bazar possible. Donc, les écrans sont entièrement figés. Il y a un truc marrant, c'est qu'ils envoient aussi sur les imprimantes des messages de demande de rançon en envoyant des milliers de pages pour que ça vide entièrement toutes les imprimantes du service. Donc j'imagine bien que quand on est dans ce cas-là, qu'il y a toutes les imprimantes qui crachent des messages avec des menaces et des demandes de rançon, ça doit mettre assez bazar. Donc voilà, en gros, l'attaquant, il a la main sur l'intégralité du système d'information, y compris les imprimantes, la téléphonie et autres systèmes. Ce qu'on peut remarquer, c'est quand même qu'il s'est passé 13 jours entre la première intrusion et le déclenchement. Je ne parle pas du temps qu'il y a eu après pour tout remettre en marche, mais 13 jours, c'est quand même énorme avec quelqu'un qui est aux commandes du système et qui peut faire tout exploser à tout moment sans qu'il y ait aucune détection de fait. Donc on dit qu'il faut faire des mises à jour de vos antivirus tous les jours, mais là on peut se demander à quoi sert l'antivirus si en 13 jours il ne détecte rien, quoi. Donc ça c'est un premier élément, c'est que voilà, il y a un manque de détection. Et le deuxième élément, c'est que si on a des sauvegardes, c'est important que le sauvegarde ait un historique suffisamment long, parce que si je restaure mon système d'information au 22 août, au 21 août ou au 20 août, je ne fais que remettre en fait le système dans les mains du pirate, et ma restauration avec 3 jours d'historique ne sert à rien en fait. Donc voilà, donc ça c'est la partie attaque, les différentes phases de l'attaque. Et ensuite, une petite description de Logbit. Donc voilà, on trouve en fait des rapports assez détaillés sur ce qu'est capable de faire Logbit 2 et Logbit 3. Donc le premier élément, c'est qu'il est capable de désactiver les antivirus. Donc un antivirus installé sur le système, il les désactive. Il passe au travers, il peut, comme on a vu, survivre pendant 13 jours sans être détecté par aucun système. Il fait évidemment de la propagation latérale, c'est-à-dire qu'on va sauter d'une machine à l'autre à travers le réseau local. Il est capable de modifier les politiques de sécurité, donc les groupes GPO, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Donc toutes les politiques de sécurité du domaine en disant voilà, j'ai pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Le pirate peut exécuter des commandes à distance, évidemment, ça c'est assez classique. Il est capable de s'auto-détruire. Donc si on paye la rançon, on peut imaginer que le pirate puisse s'auto-détruire, même si moi j'y croirais pas trop. Mais en tout cas, voilà, s'il y a une détection à un moment sur une partie, il peut dire je m'efface de cette partie-là. Il est compatible Windows, évidemment, parce que c'est quand même le système d'exploitation le plus... merci pour le groupe Policy Object, c'est ça. Il est compatible Windows parce que c'est le système le plus développé, mais également Linux est capable d'attaquer des ESX au niveau de l'hyperviseur pour aller contaminer l'ensemble des VM qui sont dessus, etc., etc. Là, j'ai repris que les 5-6 points les plus intéressants, mais il utilise également tout un tas de failles de sécurité dans tout un tas d'outils. Il est capable de récupérer des mots de passe admin en mémoire, tout un tas de choses comme ça. C'est assez flippant de voir tout ce qu'est capable de faire cet outil. Et donc, c'est quand même assez impressionnant. Alors, je n'ai pas d'informations sur quels étaient les outils déployés sur l'hôpital.
Donc ça, j'ai pas, comme dit, ils n'ont pas publié de rapport précis et détaillé du système d'information. Ce que je peux comprendre, hein, l'idée, c'est pas de dire aux futurs pirates, nous, on a tel antivirus, si vous n'êtes pas détecté par celui-là, ça va marcher. Voilà. Et puis, c'est pas suffisant. On voit bien que c'est pas suffisant, un antivirus. J'imagine qu'ils en avaient un, évidemment. Mais c'est loin d'être suffisant pour protéger contre ce genre d'outils. Sachant qu'aujourd'hui, c'est un ransomware as a service. On peut en faire une version spécifique, donc avec des signatures de virus différents. On peut aujourd'hui, il y a des outils de ce type-là qui sont multiformes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se changer eux-mêmes et de se modifier pour justement pallier à tout ce qui est détection par signature. Voilà, c'est des outils qui sont assez impressionnants. Donc ça, c'est la partie logbit qui sert en fait à chiffrer les données, donc à infecter un système d'information et à activer le chiffrage de données. Ensuite, il y a un autre outil qui est fourni aussi par le groupe Logbit, qui s'appelle Steelbit, qui est un outil d'exfiltration qui est aussi vendu. Alors, c'est en option, vous pouvez cocher la case « Je veux exfiltrer les données en même temps que l'attaque » ou « Je ne veux pas utiliser Steelbit », etc. Donc, la charte d'utilisation est un peu différente, c'est-à-dire qu'on a le droit, il y a certains secteurs d'activité où on a le droit d'attaquer et de demander une rançon, mais on n'a pas le droit d'exfiltrer des données. Donc, notamment des secteurs médicaux, pareil, quand ça peut entraîner la mort. Et puis, il y a toute une plaquette marketing qui explique que cet outil-là, il est bien plus performant que n'importe quel autre, qu'il est capable de bypasser les scanners réseau pour éviter de se faire détecter, parce que l'outil d'exfiltration ne doit pas se faire voir. Il faut qu'il sorte un maximum de données avant d'être détecté. Donc, ça doit être discret et performant. C'est-à-dire si je veux sortir 2 Tera de données, il faut quand même que ça marche assez vite et que ça ne prenne pas trop de ressources, sinon les machines vont être par terre et ça risque de se voir. Donc, voilà, c'est un outil qui a été développé pour ça et qui, a priori, a l'air de bien marcher. Je ne l'ai jamais utilisé, évidemment. Mais... Voilà, donc c'est un deuxième outil qui fait partie du package si vous vous abonnez à Logbit 3. Voilà, donc ça c'était pour la partie description. Alors voilà, j'ai découvert des choses, notamment sur les chartes d'utilisation. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ce genre de choses. Sur le montant des chiffres d'affaires, je savais que c'était assez astronomique. Aujourd'hui, la cybercriminalité au sens large rapporte plus que le trafic de drogue. Donc c'est aujourd'hui un domaine qui est en fort développement, qui n'est pas très risqué. Un trafic de drogue, vous risquez de prendre une balle à un moment donné. La cybercriminalité, ça, c'est quand même plus discret et moins risqué. Donc, tous les criminels du monde, les mafias, etc., investissent massivement dans ce genre d'outils. Et aujourd'hui, voilà, pour un Bitcoin, vous pouvez vous abonner à cet outil-là et puis en ramasser quelques millions. Donc, quelques petites leçons qu'on peut tirer de ce cas concret et de comment on aurait pu éviter ça. Alors, je dis bien aurait pu au conditionnel parce que il n'y a aucune solution miracle et que je n'ai pas la prétention de dire ce qu'il aurait fallu faire. Voilà, c'est juste un certain nombre de conseils, de bonnes pratiques qu'on peut appliquer, nous, à notre niveau et qui peuvent permettre d'éviter ce genre de choses. Donc, le premier point, c'est l'authentification. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de gens qui utilisent des mots de passe partagés entre différents services. Je connais des gens qui ont le même mot de passe sur l'ensemble de leur machine, avec des accès distants, TeamViewer et autres. Ça, c'est vraiment une très, très mauvaise pratique. Là, on l'a vu, l'attaque, elle vient d'un VPN. Si, en fait, l'utilisateur du VPN avait le même mot de passe pour le VPN de l'hôpital que pour aller sur un forum de jeu, ou etc., si un des services qui est attaqué et qui leak les mots de passe, potentiellement, tous les autres services sont aussi attaquables.
Donc aujourd'hui, il y a des bases de données gigantesques d'emails avec des mots de passe. Il suffit de les essayer sur tous les services en ligne. Et il y en a 10% chez qui ça marche. Donc voilà, les mots de passe forts, c'est important. Et donc également la double authentification. C'est-à-dire que le mot de passe, aujourd'hui, on peut se le faire voler, on peut oublier de le changer, on peut l'avoir réutilisé. Si on a une double authentification, ça rajoute quand même un niveau de sécurité, même si ce n'est pas garanti à 100%. Mais aujourd'hui, voilà, activer la double authentification et encore plus sur votre email, parce que l'email, aujourd'hui, c'est avec un accès mail, on peut changer tous les mots de passe. Ensuite, le deuxième point, c'est la détection d'intrusion. Là, on a vu 13 jours avant que quelqu'un, avant que rien du tout d'ailleurs, c'est l'attaquant qui s'est dévoilé lui-même. Mais utiliser un bon antivirus, un bon anti-malware, avec des mises à jour, avec aujourd'hui de l'heuristique qui permet de tester les systèmes sans s'appuyer sur des signatures. Les signatures, aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc, un antivirus qui est capable de détecter le comportement du système pour voir s'il est en train de sortir des données ou des choses comme ça, c'est la base. C'est un minimum quand on est un peu ciblé. Ensuite, le point essentiel suivant, c'est la formation des utilisateurs. Aujourd'hui, 90% des attaques arrivent par mail avec du phishing. Et le phishing, c'est un mail avec une pièce jointe corrompue. L'utilisateur clique dessus et puis installe le Logbit ou autre outil. Et ensuite, le pirate n'a plus qu'à faire le reste du travail, c'est-à-dire affecter les voisins, etc., etc. Donc, former les utilisateurs à éviter les phishing, à détecter le phishing, à verrouiller sa session, etc., etc., c'est un des éléments clés de la cybersécurité. L'autre point, c'est les mises à jour de sécurité. Donc, maintenez vos logiciels à jour, faites vos mises à jour, mais pas une fois par mois, tous les jours. Aujourd'hui, les failles sont découvertes le lundi, le mardi, elles sont exploitées par Logbit, le mercredi par l'ensemble des systèmes d'attaque, et le jeudi, vous avez déjà un cryptolocking. Donc, c'est important de maintenir les logiciels à jour. Ce n'est pas une garantie à 100%, il y a des failles zero day, comme on dit, c'est des failles qui sont exploitées par ces outils-là, qui ne sont pas encore connus, ou en tout cas qui ne sont pas publics et sur lesquels il n'y a pas de patch. Et donc ceux-là, évidemment, on ne s'en protège pas en installant les mises à jour, mais si déjà on installe des mises à jour, ça fait quand même déjà 90% du travail de fait. Un autre élément où on peut se poser des questions, c'est la segmentation des réseaux. Comment ça se fait qu'avec un accès VPN sur un poste, je mette tout l'hôpital par terre? Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de séparation entre la partie purement médicale, la partie administrative, la partie radiologie. On pourrait imaginer que en fait, ces réseaux-là soient séparés, qu'ils n'ont pas forcément vocation à se parler. Est-ce que la facturation a besoin d'être sur le même réseau que les imageries médicales? C'est pas sûr. Donc, quand je parle de séparation, pas forcément logique. Hein. On a vu que Logbit était capable de changer les politiques. Donc, une séparation logique, c'est moins sûr qu'une séparation physique. Moi, j'aurais tendance à dire oui, séparation physique, un câblage différent pour la radiologie, par exemple, et un autre pour la facturation. Il n'y a pas de raison d'avoir forcément de tout mélanger. On peut dire la même chose, notamment sur tout ce qui est attaque sur les industriels, où on a des systèmes de pilotage de lignes industrielles avec des automates qui sont branchés sur le même réseau que la compta et le poste marketing qui va sur Internet toute la journée télécharger des trucs. Donc bon, je pense qu'il y a des moyens aujourd'hui de réduire sa surface d'attaque ou au moins de la segmenter, et ce qui permet d'éviter des paniques de ce type-là où en fait il n'y a plus rien du tout qui marche. Si on sépare les réseaux et sépare les services, on peut, même si un morceau est attaqué, il ne va pas contaminer le reste. Donc ça, c'est aussi une bonne pratique qu'on peut utiliser dans certains cas. Et puis le dernier point, c'est sauvegarder les données. Ça, c'est essentiel. C'est l'assurance vie. En gros, si tout ce qui est avant n'a pas marché, à un moment donné, vous avez vos données chiffrées et la seule solution, c'est de restaurer des données avant le chiffrement et avant l'attaque. Donc,
Encore faut-il savoir quand a eu lieu l'attaque et avoir un historique suffisamment long, mais la sauvegarde vous permet de survivre, parce que si vous n'avez pas de sauvegarde, en gros, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc une entreprise sur deux qui n'a pas de sauvegarde et qui se fait attaquer ne survit pas, tout simplement. Donc la sauvegarde, c'est essentiel et c'est voilà, c'est un des éléments qu'il faut absolument mettre en place. Voilà, j'ai terminé sur la partie cyberattaque. Je suis évidemment en retard comme d'habitude. Je vais encore me faire taper sur les doigts. Juste revenir 2 secondes sur une petite présentation de Kiwi Backup et quelles sont, alors c'est pas forcément parler que de Kiwi, mais de parler des caractéristiques qui font qui permettent à une sauvegarde d'être efficiente dans ce genre de cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on a une sauvegarde? C'est le premier élément, c'est est-ce qu'elle est externalisée. Parce que je ne l'ai pas dit, mais Logbit va désactiver par exemple tout ce qui est snapshotting. Si vous avez des snapshots sur vos VM ou des snapshots VSS de machine Windows, Logbit les efface. C'est-à-dire qu'il va effacer tous les snapshotting. Donc, ça, une sauvegarde locale qui est atteignable par le CryptoLocker ne sert à rien parce que les sauvegardes sont chiffrées exactement comme les autres données. Et tous les systèmes qui sont accessibles en ligne, pour moi, ne sont pas suffisantes pour garantir contre ça. Ensuite, une sauvegarde qui soit immuable, ça revient un petit peu à l'externalisation, mais une sauvegarde qu'on ne puisse pas altérer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier le contenu de la sauvegarde de hier, il ne faut pas que ce soit possible. Donc, si vous faites une copie des fichiers sur un NAS ou sur un disque externe ou des choses de ce type-là, si le disque reste monté, ou même au moment du montage, pendant que je fais ma sauvegarde, je peux aller modifier les fichiers d'hier, potentiellement, ils peuvent aussi être chiffrés. Et surtout, un historique assez long. Donc là, on a vu 11 jours pour Corbeil-Essonnes en temps de détection. Et ce n'est pas le temps de détection, là, c'est le temps d'activation de la charge. Donc, sur l'hôpital, pour répondre à la question, si l'hôpital avait des protections et avait une sauvegarde en place, ils ont remonté tout ça, mais ça prend du temps, c'est compliqué, et c'est surtout la partie organisationnelle. Souvent, ce n'est pas l'outil de sauvegarde et restauration qui est compliqué, c'est de remettre en route un système complet. Et ça prend du temps. Ne serait-ce parce qu'il faut réinstaller toutes les machines, réinstaller les OS, on n'a pas forcément des paramétrages de tout. La sauvegarde n'est pas forcément complète, donc il faut reparamétrer un certain nombre de choses à la main. C'est assez complexe à faire et c'est encore plus complexe quand ça a lieu pendant la panique. Donc, un conseil qu'on donne assez souvent sur la sauvegarde, c'est faites des tests de restauration. Demain matin, vous dites « Ah, j'ai perdu toutes mes données, combien de temps il me faut pour restaurer mon système ?» Chez Kiwi, pour l'avoir fait plusieurs fois, parce qu'on a une procédure pour ça, à chaque fois qu'on le refait, on améliore les choses. On se dit, tiens, là, ça serait bien qu'on ait ce système-là, ça permettrait de remonter plus vite le système, ou tiens, ce fichier-là, je ne l'avais pas, il me manque un morceau de la sauvegarde. Et on oublie toujours des choses parce qu'on est des humains et qu'on n'est pas infaillible. Et donc, c'est important de faire des tests pour détecter ce genre d'oubli. Donc, faites des tests de restauration, c'est important. Voilà, donc Kiwi, il y a 3 points clés qui sont importants pour une sauvegarde. C'est elle fonctionne. Parce qu'on voit assez souvent des sauvegardes qui sont en place. Oui, je crois que ça marche, mais en fait, on n'en est pas du tout sûr. Donc, une sauvegarde qui est effective et qui fonctionne vraiment tous les jours avec une fiabilité bonne, c'est important. Il faut qu'elle soit performante, ça, évidemment. Il faut que ça puisse être backupé l'ensemble des données pendant la nuit. Et le dernier point, c'est le monitoring, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut qu'on soit au courant. Parce que le nombre de cas qu'on a eu où un client nous appelle ou un prospect en disant « Oui, j'avais une sauvegarde sur une clé ou sur un disque externe, mais en fait, ça fait 1 mois que ça ne marchait plus et je ne le savais pas. » Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, donc question-réponse.
Je vais regarder vite fait les questions. Donc Emmanuel me raconte un autre cas justement de 180 serveurs virtuels, 80 effacés directement. Donc quand on attaque un ESX ou un hyperviseur quelconque, effectivement, on a la main sur l'ensemble des déploiements. Donc effectivement, quand on doit remonter 180 serveurs virtuels, ça ne se fait pas en 5 minutes et c'est beaucoup de travail et c'est compliqué, quoi. Donc, point important, la formation des administrateurs. Mais j'ai envie de dire pas que des administrateurs. Souvent, les administrateurs sont quand même un peu plus sensibilisés à la question, mais le problème, c'est que c'est le maillon faible qui va permettre de faire rentrer l'attaquant. Donc, c'est généralement pas l'administrateur le maillon le plus faible. Et donc, c'est ça qui rend les choses compliquées, c'est qu'il faut que tout le monde soit formé et qu'il suffit d'une erreur quelque part pour que ça désorganise tout. Best practice pour l'organisation des sauvegardes, utiliser un outil où il y a un vrai outil de monitoring, c'est-à-dire qu'on puisse surveiller avec un tableau de bord, voir si vos sauvegardes ont bien eu lieu. Éviter toute intervention manuelle. Dès qu'il y a de l'humain et une intervention manuelle, on sait très bien que le jour où il y a une réunion importante ou le jour où je suis en vacances ou je suis malade, etc., l'humain, il ne va pas faire le travail qu'on attend de lui. Donc, le secrétaire qui doit faire son backup tous les jours ou le médecin qui dit j'appuie sur le bouton ou quel que soit le système, ça ne marche jamais. On a quelques clients qui ont développé des outils comme ça où c'est l'utilisateur qui doit cliquer sur le bouton pour faire le backup. Et je vous montrerai une fois les stats et on voit tout de suite que dès qu'il y a une intervention manuelle par un utilisateur, le taux de backup il tombe à 20% au lieu de 99%, quoi. Donc, éviter tout système manuel, ça ne marche pas. Et après, un système fiable, acheter Kiwi, quoi. Voilà, en gros. D'autres questions ? Donc, je mettrai également les références. J'ai relevé tout un tas d'articles. Donc, on va republier ce webinaire donc, qui est enregistré. Donc, je vous inviterai à le repartager pour tous ceux qui n'ont pas pu le suivre. Si ça vous intéresse ou si vous voulez en faire part à certains de vos collègues. Et on accompagnera ça des liens vers les différentes sources que j'ai trouvées, s'il y en a qui s'intéressent d'aller un petit peu plus loin. Il y a des très très bons articles plus ou moins détaillés autour de ça. Pour la durée de rétention préconisée, je pense qu'en dessous de 30 jours, c'est pas raisonnable. Chez Kiwi, on met 90 jours par défaut. Donc 3 mois, ça laisse quand même le temps de voir venir. Après, si on peut faire plus, c'est encore mieux. Mais après, on tombe plutôt dans la notion d'archivage plutôt que de sauvegarde. Mais clairement, 3 jours, c'est trop court. Aujourd'hui, on a des préconisations qui circulent avec des 1, 2, 3 versions. 3 versions, c'est pas assez. Clairement, il en faut beaucoup plus. Voilà, et donc effectivement, c'est pas le système qui est sécurisé, c'est le système au sens large. C'est pas la cybersécurité, c'est pas un problème technique, c'est un problème d'organisation avant tout. Donc, on le voit quand on passe une certification 27001, on passe 3/4 du temps sur de l'organisation. Je prends un exemple, un antivirus. Vous installez un antivirus, c'est très bien. L'antivirus, il va faire son travail, il va détecter des choses. La question, c'est pas est-ce qu'il va détecter des choses, il va détecter des virus. C'est qu'est-ce que vous faites de cette alerte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de cette alerte? Qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'on désactive le système sur lequel il a été détecté? Comment ça se passe quand la personne qui est en charge de ça, elle est en vacances, etc., etc. Et c'est là que c'est difficile. En fait, c'est pas mettre des outils. Les outils, c'est très bien, mais ça suffit pas. Loin de là.
Nous, par exemple, on a fait un petit test avec notre antivirus. Il y a des signatures qui existent toutes faites pour faire des faux virus. Vous les posez une fois sur un serveur chez vous et puis vous regardez ce qui se passe. Si personne ne vous dit rien et qu'il n'y a pas d'alerte, il n'y a aucun humain qui dit attention, là j'ai détecté un truc, il faut faire quelque chose, bah, c'est qu'en fait votre procédure n'est pas bonne. Donc c'est important d'avoir des moyens de réaction et ces moyens-là sont humains. Alors l'immutabilité des sauvegardes, par quel moyen? Il y a, En fait, il y a ce qu'on appelle la rupture de protocole, il y a la séparation physique. Je prends l'exemple d'un ancien système avec des bandes. La bande, si on la sort de l'entreprise et qu'elle elle est séparée du système d'information. Ça, c'est un élément important, c'est la séparation physique entre le système d'information et le lieu de stockage. Il y a la séparation de protocole avec Kiwi, par exemple. En fait, l'espace de stockage n'est pas accessible par le client. Donc, il y a une vraie séparation. Il n'y a aucun moyen depuis le réseau local du client d'aller altérer un backup. Ce n'est pas prévu dans le protocole. Il n'y a aucun moyen de faire des modifications. On peut sauvegarder une nouvelle version du fichier, mais on ne peut pas changer la version précédente. Donc, il y a des moyens aujourd'hui de faire de l'immutabilité. Mais effectivement, ce n'est pas forcément simple. Et la supervision, ça c'est évidemment important. Ok, chez QI, notamment sur la supervision, on a des outils avec des tableaux de bord visuels, avec des codes couleurs rouge, vert. Il faut que ça reste simple et efficace et que ça prenne pas trop de temps. Si ça prend 2 heures de lire des rapports de backup, au bout d'un moment, plus personne ne le fait et c'est comme si on faisait rien. Donc voilà, des outils simples, la simplicité d'usage des outils est essentielle. S'il faut relire la documentation à chaque modification d'un firewall ou d'un antivirus, c'est qu'il y a un problème. Ok, bon, j'ai déjà largement dépassé le temps imparti. Donc, merci à tous pour votre participation. On était pas mal nombreux aujourd'hui, donc c'est intéressant de voir que c'est des sujets qui vous intéressent. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions plus précises. Stéphanie est à votre disposition pour répondre à des questions sur Kiwi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre page LinkedIn sur lequel on republiera cette présentation et un lien pour récupérer le replay. Merci à tous. Et puis, merci pour les likes. Bonne journée.